Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais J'ai être... toujours eu envie petit, je voulais être... Avec elle, le sommaire est à la conclusion, à tel point qu'elle est devenue numéro 1 avec un numéro 9. Alors non, pas besoin de présenter la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France de football, pas plus d'ailleurs que la meilleure buteuse de l'Olympique Lyonnais, plus grand club féminin d'Europe, avec lequel elle a remporté 7 fois la Ligue des Champions. Mais qui connaît les premiers pas de cette petite blonde à l'élastique rose? Oui, qui connaît la trajectoire de cette Bretonne, 5e d'une fratrie de 9, et qui organise aussi des stages de foot uniquement pour les filles? Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Eugénie Le Sommaire. Salut Eugénie. Salut. Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons Enfants. Merci pour l'invitation et let's go, quoi. Allons Enfants, c'est les premiers mots d'une Marseillaise que tu connais très bien. Oui, effectivement, c'est la Marseillaise, je la connais bien. Je la connaissais avant le foot, mais c'est vrai que je l'ai chantonnée un petit bon nombre de fois et oui, je peux dire que je la connais bien maintenant. Alors, on va commencer par le commencement. Tu es né le 18 mai 1989 à Grasse. C'était un jeudi. Que peux-tu nous dire de plus sur le jour de ta naissance? Pas grand-chose. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Maintenant, mes parents, forcément, m'en ont raconté. Et l'anecdote que mon père m'a racontée, c'est qu'il était en service ce jour-là, parce qu'il était dans la police. Et ce jour-là, il pouvait pas se libérer toute la journée, donc il travaillait. Et du coup, il est venu à la maternité voir ma mère quand je suis née. Et il est venu avec un bouquet de fleurs du président du Festival de Cannes qui lui avait offert ce bouquet pour ma mère, pour ma naissance, parce qu'il travaillait justement sur le Festival de Cannes qui était en plein pendant ma naissance. Et à l'époque, mon père travaillait à Cannes. Donc voilà la petite histoire. Alors ça, c'est la version de papa. Nous, on a la version de maman. Dans la journée du 18 mai, il y a eu 18 accouchements à la suite. Donc le personnel était débordé. Ils n'avaient jamais été confrontés à ce phénomène. Eugénie est née à 6 heures du matin. Je n'ai pas pu avoir de chambre vu le contexte. On m'a mis dans un couloir en attendant de m'octroyer une chambre en maternité. Et je n'ai eu ma chambre personnelle qu'à 14 heures. Donc Génie a passé tout son temps de 6 heures du matin à 14 heures dans le couloir sur un lit de camp, avec le passage, les gens qui rentrent, qui sortent, les bébés qui naissent, les femmes qui arrivent, un va-et-vient incessant. Et tout le monde la regardait puis disait « Oh, comme elle est mignonne, la petite, là !» Bah oui, tout le monde passait devant la civière, là. Donc, tout le monde la regardait. C'était folklorique. Hein. Ouais. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu l'impression, mais ça a été une délivrance, quoi. De me retrouver avec mon bébé en tête-à-tête à 2 heures de l'après-midi, sachant que j'avais accouché à 6 heures du matin. Voilà. Alors, ça prouve que Génie était destinée à voir du monde et à être dans la collectivité. Parce que c'était dans un couloir. Voilà. C'est marrant. Oui, c'est particulier comme histoire, c'est vrai. Voilà, c'est, comme elle dit, c'était une situation un peu particulière et je peux pas dire malheureusement parce que voilà, c'est des choses qui arrivent et j'étais en bonne santé, donc tant mieux. Mais oui, ça devait pas être évident non plus pour elle de se dire bah là il y a du passage. Normalement, c'est vrai qu'on imagine la femme qui accouche avec son bébé dans sa chambre et là c'était pas le cas. Mais voilà, je pense que je peux rajouter aussi patiente et voilà, je pense que je suis quelqu'un aussi qui était calme. Donc ça a permis ça, je pense. Donc tu es né à Grasse, à 20 km de la Croisette. Tu as évoqué le cas de ton papa. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce jour-là, ton grand-père maternel déclarera « Elle est née pendant le Festival de Cannes, elle deviendra forcément une vedette ». Ouais, c'est vrai. Ma mère me l'a raconté, ça. Oui, c'est vrai, quelque part, je suis une vedette parce que on me voit à la télé et oui, quelque part, je suis une personne reconnue et c'est vrai que il avait vu juste, en fait. Bravo, papy. Ouais. Alors, ton identité complète, c'est Eugénie Anne Claudine. Anne pour Sainte-Anne, la patronne des Bretons. Et Claudine, comme le prénom de ta maman. Mais Eugénie, est-ce que tu sais pourquoi
tes parents ont choisi ce prénom? Non, je me rappelle pas. Et ben voilà, on écoute. Eugénie, c'est par rapport à la princesse Eugénie. Cette femme, donc, je trouve qu'elle a fait beaucoup pour la gente féminine à son époque. Tout ce qu'elle a fait pour les soins, pour la beauté, pour l'émancipation de la femme, à une époque où c'était quand même très compliqué. Et c'est pour ça, j'ai trouvé que ça sonnait bien, ça faisait bien. Eugénie Le Sommer, ça passe bien, voilà. C'est marrant l'histoire, parce que quelque part, aujourd'hui, je suis pas féministe, je me définis pas comme féministe, même si je défends la cause de la femme, mais féministe, c'est un petit côté péjoratif que j'aime pas trop. Mais oui, la princesse Eugénie, comme le décrit ma mère, elle défendait des idées, et c'est un peu ce que j'ai l'impression de défendre aussi aujourd'hui. Et en tout cas, mon prénom, c'est un prénom que j'aime bien. Allez Eugénie, on va planter un peu le décor, d'accord? Tu es née en 1989, année qui sent bon la Révolution. Et oui, mai 68 fête ses 21 ans, et la prise de la Bastille célèbre son bicentenaire. Cette année-là, c'est le bloc soviétique qui fait sa révolution pour de bon, avec comme point d'orgue la chute du mur en novembre à Berlin. En France, on inaugure la pyramide du Louvre, le parc Astérix ou encore le permis à points. Cette année-là, la lambada est le tube de l'été. Jean-Paul Belmondo reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire d'un enfant gâté. Et aux États-Unis, les Simpsons débarquent à la télévision. Côté sport, l'OM et JPP battent Monaco 4-3 en finale de la Coupe de France. Michael Chang et ses 17 ans triomphent à Roland-Garros. Et enfin, le pauvre Laurent Fignon perd le Tour de France pour 8 petites secondes. Enfin, si tu es né la même année que Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, tu es aussi né à 1 mois et quelques kilos d'écart avec un autre géant du sport français, à savoir Teddy Riner. Selon toi, un de ces événements a-t-il plus particulièrement marqué tes parents? Non, j'ai aucune idée. J'aurais dit le foot parce que mes parents aiment le foot, mais... Mais on va parler de tes parents, hein, c'est plutôt ça, la transition. 2 Bretons, pure souche, originaires tous les deux du Morbihan. La Bretagne en général et les environs de Vannes et du golfe du Morbihan, ce sont vraiment les racines familiales. Et là, en revanche, c'est aussi quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Oui, la Bretagne, c'est ma région d'origine. C'est vrai que j'y suis très attachée, même si j'y suis pas née et qu'on m'a souvent chambrée pour ça. Mais oui, clairement, c'est mes racines. Et c'est vrai que le fait que mes grands-parents habitent dans le Morbihan, toute ma famille est dans le Morbihan, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines. Donc ça fait que c'est là que je me sens bien aussi et que je retrouve mes proches. C'est pour ça que j'y suis attachée. Et bien sûr, c'est une des plus belles régions aussi. Non, j'aime bien la mer parce que voilà, grandir à côté de la mer, je pense que c'est quelque chose qui nous manque quand on l'a plus. Quand je rentre en Bretagne, il y a 2 chemins pour aller chez mes parents, chez ma mère notamment, et je prends tout le temps le chemin où il y a la mer, et même si c'est plus long, mais le fait de la voir, ça me fait du bien, ouais. Thierry, ton papa, est un homme organisé, actif, un vrai terrien, entré à 18 ans dans la police où il fera toute sa carrière. Qu'est-ce que tu as hérité de lui? Je pense que c'est quelqu'un de très organisé, mais moi, je le suis pas forcément. Par contre, c'est quelqu'un de très juste et très droit. Et je pense que c'est ça que j'ai hérité de lui. Il est dans le respect, mais à la fois dans l'honnêteté. Et je pense que c'est ce qui me caractérise. Il n'hésite pas aussi à dire ce qu'il pense. Et ça aussi, ça me caractérise. Donc, je pense que c'est ce côté-là que j'ai hérité de lui. Claudine, ta maman, qu'on a entendue, elle fait une carrière administrative chez EDF, grande sportive, une vraie passionnée, à qui tu ressembles aussi pas mal. Oui, je pense que je suis un mélange des deux, vraiment. C'est pas anodin, mais à la fois, le fait qu'ils soient sportifs tous les deux, moi j'adore le sport et j'ai fait carrière dans le sport. Ma mère est une passionnée et c'est vrai que je le suis aussi et je pense qu'elle m'a transmis cette passion. Mon père aime le foot aussi, mais c'est un petit peu différent. Il adore le foot, mais c'est pas la passion comme ma mère a pu avoir. Donc oui, on va dire que je suis un mélange des deux et je sais pas si tous mes frères et sœurs ont ces deux côtés. Eh bien, encore une passe décisive d'Eugénie Le Sommer. On peut le dire, tes parents ont plutôt bien travaillé. La preuve par 9. Numéro 1, Camille. Numéro 2, Ambroise. Numéro 3, Marthe. Numéro 4, Gwendoline. Numéro 6, Judith.
Numéro 7, Turio. Numéro 8, Octavie. Numéro 9, Herminie. On t'écoute. Numéro 5, Eugénie. Bon, ça aussi, évidemment, c'est quelque chose de singulier, c'est quelque chose de peu commun. Une fratrie de 9, ça fait évidemment partie intégrante de ta vie. Et quand on regarde ton parcours, on va dire que l'esprit collectif, il est déjà né dans la famille. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de monde le sait, mais c'est vrai qu'au début, quand je disais qu'on était 9 enfants, on me faisait répéter. On me disait quoi ? Combien ? Et c'était vraiment, c'est pas commun, hein, c'est sûr, d'être 9. Et en plus, on a tous des prénoms un petit peu particuliers. Mais en tout cas, oui, on a, je pense, développé des choses du fait d'être 9. Je pense notamment à l'autonomie, à l'esprit collectif, parce que tu peux pas penser qu'à toi dans une famille nombreuse, sinon tu t'en sors pas et c'est juste pas possible. Donc oui, l'entraide, tout ça, c'est des choses qu'on a développées ensemble. Alors, quel était ton rôle dans la fratrie ? Herminie en parle très bien. On écoute numéro 9. Eugénie, clairement, c'est l'impartialité, c'est le drapeau suisse, comme on dit. Elle a bien sa place, en fait, de 5e au milieu des 9. Ce que je retiens le plus, c'est quand on était jeune, elle n'était jamais dans les conflits ou les chamailleries. Là où encore, je vois mes frères et sœurs se bagarrer pour un oui ou pour un non. Elle, c'était pas du tout le cas. Et c'est vrai que l'ensemble de la fratrie possède un très fort caractère, mais elle, son caractère, elle l'utilisait à bon escient, on va dire. C'est beau. Alors, comme elle l'a très bien dit, je pense qu'on a tous un gros caractère. Mais à la fois, je me dis que ça doit être normal. Dans une famille nombreuse, tu as aussi besoin de t'affirmer et de montrer que tu existes aussi. Et je suis aussi d'accord par rapport à ce qu'elle dit et le fait que je suis la 5e, et c'est vraiment révélateur de ce que j'étais dans la famille. J'étais au milieu et j'ai un fort caractère, mais à la fois, j'essayais de comprendre les deux parties, en fait. Quand il y avait une dispute, j'essayais de comprendre pourquoi l'un se dispute avec l'autre et j'essayais d'arranger les conflits. Et c'est vrai qu'elle s'en souvient. Et ta place, justement, tu l'as trouvée assez vite et assez facilement, et peut-être en partie grâce au football. Oui, en fait, elle était dans son truc, on va dire, avec le foot. Et je me souviens d'avoir déjà eu cette conversation avec elle, mais le fait de faire du sport H24, et ça lui sert encore aujourd'hui, ça lui permettait de beaucoup extérioriser. Donc au final, quand elle était avec nous, elle était à la cool. Elle était tellement prise par le foot que quand elle était avec nous, on l'entendait pas. Elle s'immisçait pas dans les histoires. Bien au contraire. Elle aime pas, en fait, être sur le devant de la scène. Et donc, ça peut être perçu par certains comme justement quelqu'un d'introverti qui a pas envie de se mélanger, qui se la pète, entre guillemets. Mais au final, non, c'est plutôt la force tranquille, quoi. C'est vrai qu'elle résume bien ce que je suis. Alors oui, quand je disais j'aimais pas les conflits et j'essayais de les arranger, il y a des fois où j'avais juste envie d'aller jouer avec mon ballon et j'étais à fond dedans et du coup, j'étais pas dans la dispute d'à côté non plus. C'est vrai que j'étais timide quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je le suis moins parce que de par ce que je suis devenue, j'ai aussi appris à communiquer et c'est pas me mettre en avant, mais c'est juste être plus à l'aise avec du monde. En tout cas, si j'ai besoin de dire les choses, je les dis, mais j'irai pas en faire trop. Alors dans Allons enfants, on aime bien offrir un cadeau à notre invité. Le voilà. Si possible, un cadeau qui nous remette un petit peu et nous replonge dans l'enfance. Je dois l'ouvrir alors. Ah oui. Merci déjà pour le cadeau. Enfin, je dois peut-être dire merci après l'avoir vu. C'est ça. On va voir. Tu auras apprécié le ruban rose. Oui, j'ai retenu le détail. Le paquet est rond. Il pourrait s'apparenter à un ballon. Tu vas nous dire ce que c'est. Alors, c'est un ballon de foot en mousse. C'est ça ? À quoi ça me fait penser ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'école. Parce qu'on avait le droit de jouer qu'avec ce ballon-là à l'école. On n'avait pas le droit au ballon en cuir parce que ça faisait trop de dégâts. Donc, on passait nos journées à jouer avec... nos journées, on avait l'école, hein, mais la récréation, on passait notre temps à jouer au foot avec un ballon en mousse. Et le plus chiant, c'était quand il pleuvait parce qu'il était plein d'eau et du coup, c'était plus compliqué à jouer. Dès qu'on shootait, on avait de l'eau partout et on avait les pieds trempés.
des souvenirs comme ça. Mais j'en avais aussi à la maison, notamment quand je jouais dans ma chambre, parce que je jouais au foot dans ma chambre. Et du coup, ça permettait de pas tout casser, même si on a dû en faire des petites bêtises et que ma mère n'a pas dû être au courant de tout ce qu'on a cassé, mais des beaux souvenirs en tout cas, ce ballon en mousse. Le ballon, c'est un objet qui est rentré très tôt dans ta vie, un peu comme un doudou que tu ne quitteras jamais. Dès qu'elle a su marcher, pratiquement, elle nous faisait des crises pour avoir des ballons dans les magasins. Il fallait acheter des ballons, il fallait chercher des ballons. Et quand elle a vraiment marché et couru, là, elle courait après tous les ballons qu'elle voyait, quoi. Alors, on allait dans les stades voir des matchs, elle cherchait à attraper les ballons. Et à 2 ans, elle nous a fait une crise sur un marché pour avoir des chaussures de foot. Mais carrément une crise. Donc, on lui a pris la plus petite paire qu'on avait trouvée. C'était vraiment petit. Et une fois rentrée à la maison, elle a changé de chaussures. Elle a mis les chaussures de foot et elle est partie dans le jardin, taper dans un ballon de plastique. Voilà, et ça a commencé comme ça. Puis après, ça a été tout le temps été. Donc, ça a commencé très, très tôt. C'est le mot, très, très tôt. C'est vraiment ça. C'est pour ça, quand on me demande d'où ça vient, je pourrais dire que ça vient de mes parents. Mes 2 parents ont joué au foot, notamment ma mère, pour qui, à son époque, c'était peu commun. Mais pour autant, elle m'a jamais mis un ballon dans les pieds, et bien au contraire. Mes grandes sœurs ont d'abord débuté par la gym ou le judo. Et moi, j'avais cette obsession du foot. J'ai dû avoir un déclic, je sais pas ce que j'ai vu ou ce que je pense que c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais petite, ça j'en ai pas le souvenir. Mais en tout cas, le foot, c'était une évidence, c'était ce que je voulais faire. Et puis quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est difficile de me l'enlever. Notamment quand c'est ancré, c'était pas un caprice, non. C'était vraiment quelque chose, au fond de moi, je voulais faire du foot et je savais que c'était ce que je voulais faire. Et ce qui allait me faire du bien, ce qui allait, je dis m'épanouir parce que c'était ça qui allait me rendre heureuse, en fait. Et ma mère le comprenait pas forcément au début, mais voilà, elle a quand même fini par m'acheter ses chaussures, elle a acheté le ballon, et puis après, elle m'a toujours soutenue. Mais les débuts, c'est vrai que c'était de l'entêtement, quoi. Et même pour m'inscrire au foot, c'est quelque chose que j'ai dû mériter, on va dire. Ton papa étant policier, tu l'as évoqué, ton enfance a été rythmée par beaucoup de déménagements dus aux différentes mutations de ton papa. Après Grasse, direction Pleumeur, près de Lorient, puis Trélissac, dans le Périgord. Là, tu as 6 ans, et c'est là que tu signes ta première licence. Oui, première licence, c'est quand même quelque chose. C'était premier club officiel, parce que l'année d'avant, j'avais intégré un club, mais juste pour les entraînements. Et je ne pouvais pas faire les matchs, donc j'étais trop jeune. Et là, c'est Trélissac, c'est mon premier club où j'ai ma licence, où j'ai le survêtement, où c'est le truc un peu officiel, quoi. Et c'est des beaux souvenirs parce que j'ai des souvenirs de cette période, les premiers tournois, en plus c'était quand même un grand club à l'époque, un club assez connu. Donc c'était que des bons souvenirs. On jouait contre les Girondins de Bordeaux. C'était une belle époque. T'es la seule fille ? Ah oui, je suis la seule fille. Ça, c'est sûr. Et on te regarde comme une ovni, c'est quoi le rapport ? On me regarde très bizarrement. C'est vrai que les premières fois où les autres équipes me voient, tu sens toujours de la surprise. Ah, mais il y a une fille dans l'équipe. Ou même le coach en face. Ah, ils ont une fille dans l'équipe. Ça, je l'ai entendu, mais des centaines de fois. Et le fait aussi d'entendre, c'est bon, on a gagné, ils ont une fille. Ça aussi, c'était... Aujourd'hui, j'en rigole, même si ça m'a jamais vraiment touchée, parce qu'au fond de moi, j'avais beaucoup de confiance en moi quand je jouais, et je savais que j'avais un bon niveau. Donc, j'étais pas trop perturbée par ce qu'ils disaient. Justement, ça me donnait une motivation supplémentaire pour gagner les matchs, pour être la meilleure possible. Et je voulais démontrer justement que oui, j'étais une fille, mais que je pouvais jouer contre vous, avec vous. Et puis après, il y avait aussi le côté protecteur de mes coéquipiers. Donc, c'était toujours sympa de les voir me protéger justement par rapport à ça. Parce que ça, c'est ce que j'allais demander. C'est le regard de l'adversaire, du moment où on découvre, où on n'est pas forcément habitué. Donc, c'est presque une réaction malheureusement instinctive. En revanche, tes coéquipiers, ils sont très jeunes. Vous avez 6-7 ans. Eux, le regard, la manière de se comporter avec toi change assez vite ? Oui. C'est vrai que donc comme tu disais, j'ai beaucoup déménagé pendant ma jeunesse. Donc ça fait que j'ai fait beaucoup de clubs, beaucoup d'écoles.
Et à chaque fois, les premiers entraînements ou les premières fois qu'on tape dans le ballon, il y a toujours un peu d'étonnement ou de comment elle joue. Et c'est vrai que dès qu'il voyait mon niveau, il changeait d'avis tout de suite en fait. Et puis il savait aussi que j'étais quelqu'un qui pouvait les aider dans l'équipe. Donc leur regard a forcément changé. Mais comme tu dis, je peux pas en vouloir aux gens qui pensaient ça. C'est là où ça doit changer, c'est par rapport à l'éducation. Et ils ont été éduqués avec le fait que les filles jouaient pas au foot. Donc pour eux, c'est ancré que le foot c'est pour les garçons. Et quand ils voient une fille, ils sont étonnés. Donc voilà, je leur en veux pas. Et puis après, c'est l'évolution qui veut ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On sait que les filles peuvent jouer au foot et on connaît maintenant le football féminin en France. Donc c'est quelque chose qui a évolué. Mais à l'époque, ça n'existait pas en fait. Ou c'était des exceptions, les filles qui jouent au foot. T'en parles, dans les exceptions, c'est même la génération de ta maman. Elle, au cœur des années 70, elle fait partie des pionnières, vraiment, à tel point qu'elle a souffert quand même des critiques, des remarques de la société, comme tu le dis, un peu machiste de l'époque. Et du coup, elle a presque cherché à te dissuader au départ. Complètement. C'était ça son état d'esprit, en fait. Elle était elle-même joueuse et elle a subi tout ce qu'elle voulait pas que je subisse. Donc, les moqueries, les réflexions des gens, les critiques, le fait qu'il fallait qu'elle retourne ailleurs, mais que sa place n'était pas sur un terrain de foot. Donc tout ça, elle l'a entendu quand elle était plus jeune et elle en a souffert même de son père qui comprenait pas pourquoi elle voulait jouer au foot. Donc il l'emmenait pas au foot, hein. C'était elle devait se débrouiller toute seule pour aller jouer. Donc le fait qu'elle en ait souffert, elle voulait pas qu'une de ses filles retourne dedans et resubisse entre guillemets ce qu'elle avait pu vivre. Donc c'est pour ça qu'elle m'en a dissuadée. Maintenant, à un moment donné, elle a été obligée d'accepter parce qu'elle a vu ma détermination et elle a vu que c'était vraiment ce que je voulais. Et en fait, au début, elle voulait pas que ce soit quelque chose de furtif et qu'elle se dise elle veut jouer au foot, mais c'est pas forcément pour elle. Et puis elle va pas kiffer entre guillemets. Vaut mieux qu'elle fasse autre chose. Et du coup, c'est pour ça qu'elle m'a mis au judo dans un premier temps. Elle voulait me faire oublier cette idée du foot et se dire elle va faire un autre sport et on va voir ce que ça va donner. Sauf que j'ai dit oui, je veux bien faire du judo. Donc, elle m'a inscrite au judo à l'âge de 4 ans et j'adorais ça, j'étais épanouie. Mais cette idée du foot ne me lâchait pas. Donc, pendant toute la période où je faisais du judo, donc à 4 ans, pendant 6 mois, je lui dis je fais du judo, j'aime bien. Par contre, je veux faire du foot. Maman, je veux faire du foot. Et au bout de 6 mois, c'est là où elle a accepté que j'aille faire les entraînements dans le club de la ville où on était. Et c'est là qu'elle a vu que c'était quelque chose de bien plus fort. T'en parles, ce judo, tu as même des bons résultats. T'es quand même championne de Bretagne de ton niveau, au niveau Benjamin, si je dis pas de bêtises. Le judo, sport assez formateur, avec le recul, t'as l'impression que ça t'a apporté quel genre de choses ? Je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. À la base, c'est vrai que elle m'a mis au judo parce que mon frère en faisait. J'avais une de mes sœurs aussi qui en faisait. Donc, comme elle voyait que ça se passait bien, elle avait dit si tu veux, je t'inscris au judo. Donc, bien, j'ai adoré ça. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que ça m'a apporté des valeurs, mais aussi des atouts au niveau physique qui m'aident encore aujourd'hui. C'est vrai que les valeurs de respect, les valeurs qui sont propres au judo. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le maître qui apprend à ses élèves. Ça m'a appris à écouter les consignes, à respecter le coach, toutes ces choses-là, je pense. Et puis, bien sûr, au niveau athlétique et physique, tout ce qui est chute et notamment, on va dire aussi de se protéger dans le jeu. Ça, c'est des choses que je pense le judo m'ont apporté. Et le judo permet d'avoir un physique assez complet. Enfin, le haut et le bas sont pas différenciés, alors que dans le foot, c'est vrai qu'on utilise moins le haut du corps. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ça m'a aidé. Parce qu'effectivement, Eugénie, dans les duels, c'est pas la dernière. Et même dans les airs, je pense que je suis quelqu'un qui appréhende beaucoup les espaces et je suis pas perdue quand je me retourne ou quand le ballon est en l'air. Enfin, voilà, c'est des choses que je pense que j'ai héritées du judo. Alors, tu l'as évoqué, tu vas pratiquer les deux sports pendant un certain nombre d'années. Et puis, à l'entrée au collège, en 6e, tu fais un choix fort en intégrant le sport-études football à Lorient, où, encore une fois, tu étais la seule fille. Oui, et c'est paradoxal parce que
J'avais des résultats au judo, j'avais des compétitions, parce que les compétitions commencent, on va dire, plus jeunes. Enfin, tu fais vite des championnats départementaux, un championnat régional. Et comme tu l'as dit, j'étais championne de Bretagne au judo. Et là, il se pose la question, est-ce que tu veux continuer le foot ou est-ce que tu veux continuer le judo? Parce que je pouvais pas faire les deux. Enfin, c'était soit j'allais en sport-études foot, soit je continuais à faire les deux, mais de manière normale, on va dire. Et en fait, le foot, je voulais progresser. C'était ça que je voulais faire en priorité, même si j'avais pas de résultats, parce qu'à cette époque, j'avais 12 ans et j'avais peut-être fait des rassemblements départementaux, mais c'était tout, quoi. Et oui, il y avait beaucoup moins de filles. Enfin, c'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, j'ai dû faire le choix et j'ai choisi le foot. Voilà, pour moi, c'était une évidence, même si ça m'embêtait un peu parce que j'adorais le judo et j'étais épanouie aussi avec le judo. Mais c'était le foot que je voulais. Et donc, oui, j'ai intégré le sport et études à Lorient. Donc, c'était en 6e. Que des garçons Et rebelote, ça n'a pas tellement changé par rapport à la première licence de Trélissac. C'est toujours à peu près le même rapport avec des garçons qui sont un peu plus grands, qui commencent à rentrer dans des âges où on s'affirme aussi un peu plus. Tu sens qu'il faut que tu refasses encore une fois, voire encore un peu plus tes preuves? Oui, et puis là, quand tu es en sport-études avec les garçons, c'est-à-dire que c'est quand même les meilleurs garçons, on va dire, du coin, quoi. Alors que dans mon petit club, il y avait de tout, quoi. Là, tu es vraiment avec du bon niveau pour cet âge-là. Et c'est vrai que j'ai dû me surpasser. Et après, c'est ce qui m'a permis tout au long de ma carrière de progresser aussi. C'est de cette remise en question et de se dire, je vais être meilleure tous les jours, en fait. Et chaque entraînement, je me disais, demain, je veux être meilleure qu'aujourd'hui et meilleure qu'hier, quoi. Donc, c'était tout le temps ça dans ma tête, vouloir progresser sans se donner de limites. C'était comme ça que je prenais du plaisir, quoi. Alors, tu l'as dit, tu as une dizaine d'années, tu commences à intégrer les sélections départementales, régionales en Bretagne. Et là, on commence à parler d'une phénomène. C'est en tout cas le souvenir qu'en garde Mathilde, une de tes amies d'enfance. Elle a attiré le regard de tout le monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand nous, on allait sur ces rassemblements-là, moi, je me souviens d'entendre beaucoup de personnes dire qu'il y avait un petit phénomène blond devant dans le district du Morbihan. Bon, Eugénie, à l'époque, ça se voyait, ça se sentait. Il n'y avait pas besoin des talents purs comme Eugénie, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Pour moi, ça se voit tout de suite, quoi. Ça court pas les rues, des joueurs ou des joueuses capables de faire la différence individuellement comme elle le faisait, d'éliminer, de dribbler et puis surtout d'aller au bout de ses actions parce que c'était une tueuse devant le but, c'était une buteuse, donc ça c'est évident. On le savait que déjà très jeune, elle avait quelque chose en plus, quoi. Ouais, c'est marrant. C'est Mathilde, une de mes meilleures amies avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, que je revois dès que je rentre en Bretagne. Et elle était dans l'équipe du Finistère. Donc, du coup, on jouait souvent l'une contre l'autre parce qu'on est de la même année. Et oui, je vois ce qu'elle veut dire, en fait. Quand elle dit on arrive au rassemblement, et entendait parler d'une joueuse, et c'est vrai que je l'ai entendu. Et je me le suis jamais dit, oui, je suis la meilleure, et ma mère me l'a jamais dit. Et les gens qui m'entouraient me l'ont jamais dit. On m'a fait comprendre que j'avais un potentiel, mais je me suis jamais reposée sur mes acquis. Et même quand j'entendais ça me poussait à aller plus haut encore. Et c'est vrai, j'avais conscience que je faisais des différences plus jeune. Et puis, c'est sûr que quand tu es en équipe du Morbihan, après en équipe de Bretagne, après en équipe de France, tu te rends compte des choses. Mais c'est drôle d'entendre ça. Et elle était dans l'équipe d'en face, donc c'est marrant. Et puis, par la suite, on a intégré ensemble le sport-études au collège, donc de la 5e à la 3e. Donc, c'est pour ça que c'est une amie très proche. On était à l'internat ensemble, on a un peu tout fait ensemble, quoi. Tu le dis, c'est l'époque du collège-lycée, les bandes de copines. Donc, il y a notamment Mathilde, il y a Anne-Lise et Priscilla, qui, elles, forment le trio du Finistère. Et puis, il y a Lucie et toi, les deux représentantes du Morbihan. C'est le club des 5 et ça fonctionne bien. T'en souris aujourd'hui. C'est des bons souvenirs, c'est une belle période de ta vie. Ouais, vraiment, c'est que des bons souvenirs. Et j'ai été en internat à 12 ans, donc c'est assez jeune quand même. Et c'est vrai que de se retrouver loin de sa famille, même si c'était un choix, c'est ce que je voulais, mais on pourrait penser que c'est pas évident, et ça, c'est pas évident pour certaines personnes.
Mais moi, je l'ai jamais mal vécu. Et mes parents pourront en témoigner. Ils n'ont jamais entendu un appel de ma part pour leur dire « je veux rentrer ». Donc, c'est vrai que ça se passait très bien à l'internat. Donc, avec elle, notamment, c'est vrai qu'on était le club des 5. Et on a passé des super moments. En tout cas, j'en garde que des bons souvenirs. On a fait des petites bêtises, mais c'était l'école et le foot. Et c'était vraiment ce qu'on avait envie. Et à ce moment-là, moi, en tout cas, j'avais déjà tracé ma ligne de conduite et c'était sérieux pour moi, le foot. À partir du moment où j'avais choisi le sport-études, c'était quelque chose que je prenais au sérieux. Et je voulais aussi pas décevoir mes parents en me disant ils m'ont mis là, ils ont accepté ce que je demandais. Et maintenant, c'est à moi aussi de montrer que c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, quel genre d'ado étais-tu ? Moi, on m'a dit bonne vivante, souriante, aimant la musique, la danse et un goût prononcé pour le air guitare. Ça, c'est censuré. Non, je suis quelqu'un qui aime bien vivre. Hein, j'étais pas la première, mais j'étais pas la dernière non plus. Donc c'était si je me sentais bien, j'allais suivre. Après, je me retenais aussi. Il y a des bêtises elles ont fait et que j'ai pas été jusque là. Parce que j'avais cette conscience de me dire non, moi je veux que ce soit sérieux et donc voilà, j'avais déjà cette conscience là, mais oui, j'ai profité, j'ai fait des petites bêtises, mais j'avais toujours cette ligne de conduite en me disant faut quand même à l'école que j'assure, faut que je sois dans la normalité, on va dire. Donc je faisais des petites bêtises mais pas trop, c'était un peu ça, je me fondais dans la masse, mais après on était entre copines, il y avait aussi les d'autres sports, il y avait d'autres personnes de l'internat. Et c'est vrai que c'était comme une deuxième famille finalement. L'école, t'en parles ? T'as un profil quand même plutôt studieux, appliqué. C'était quoi tes matières préférées ? Est-ce qu'il y avait des choses qui te plaisaient plus que d'autres ? Pas forcément. J'étais quelqu'un qui était toujours comme jamais la première, jamais la dernière, mais j'étais dans la masse quoi. J'étais une élève sérieuse, mais à la fois, j'aimais bien aussi m'amuser. Donc, j'étais pas un télo, mais j'avais toujours au-dessus de la moyenne, quoi. Mais non, ça se passait bien. Enfin, disons que je pense que j'avais des capacités aussi et que ça me permettait de penser plus au foot qu'à l'école, parce que l'école, ça roulait sans trop travailler. Donc, je pouvais me concentrer sur le foot. Ça se passait bien. Je pense que le mot est faible. C'est plutôt facile partout. En tout cas, c'est plutôt le point de vue des copines. Ah bah clairement, ça allait à tous les niveaux. C'est même nous, à un moment donné, on arrivait au niveau bac un petit peu là quand on était sur nos années lycée. Nous, on la charriait un petit peu là-dessus parce que c'était un truc de dingue. Alors on disait qu'elle avait de la chance dans tout ce qu'elle entreprenait, mais finalement, je pense qu'elle avait tellement de facilité dans tout ce qu'elle touchait qu'elle arrivait à tout parce que c'est un truc de fou. Elle excellait dans tout, c'est-à-dire qu'elle a eu son bac du premier coup, un bac ES, alors que cette année-là. Je sais pas, j'ai pas les repères, mais cette année-là, elle avait loupé quand même pas mal de cours parce que elle était en sélection France, elle revenait, elle récupérait ses cours. Enfin, un bac ES, c'est quand même pas donné à tout le monde. Elle a eu son bac. Cette année-là, elle passe son code, elle loupait des heures de code, elle a eu son code du premier coup, son permis du premier coup. Enfin, donc on riait un peu, on disait c'est pas possible, t'as le cul bordé de nouilles, mais non. Elle arrivait quand même tout de même, comme elle avait des facilités dans pas mal de choses, à tout gérer quoi. Et puis finalement, puis elle était tout de même sérieuse à côté, elle était à l'écoute à chaque fois. Donc tout fonctionnait, c'est-à-dire qu'elle a tout réussi même autour. Elle a même réussi après en étant au Stade Briochin, en ayant son bac, elle aurait pu ne rien faire et faire que jouer au foot, mais non, elle s'est dit pourquoi pas continuer et passer mon BPGEPS. Elle a passé son BPGEPS, pourtant elle faisait 3/4 d'heure de route tous les jours pour aller à Dinard. Et revenir le soir pour les entraînements, c'est dingue. Ouais, c'est vrai. C'est vu d'une autre personne et je me rendais pas forcément compte, mais c'est vrai que quand elle le dit, oui. En fait, des 5, je suis la seule qui a pas redoublé une classe. Donc, parce que le foot aussi, l'internat, ça te fait penser à d'autres choses. Tu mets forcément un peu moins les études de côté quand t'as les deux. Donc, je pense que c'est pour ça, à un moment donné, je pense qu'elles se sont un peu trop... concentrée sur le foot ou sur autre chose et du coup l'école c'était après et moi j'avais toujours eu cette idée que non, il fallait quand même que je réussisse à l'école mais j'avais des capacités en fait parce que j'ai jamais été une grande bosseuse. Enfin, j'ai eu mon bac, j'ai fait 3 années de lycée, 3 lycées différents, j'aurais pu perdre des repères, j'aurais
plus ces 2 dernières années de lycée où j'avais les sélections en même temps. Donc, comme elle disait, je devais rattraper les cours. Donc, c'est vrai, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que quand elle le dit, ça me fait un peu ouvrir les yeux. Et même quand elle parle de mon BPGEPS, parce que j'avais entre 3/4 d'heure et 1 heure de route tous les matins, pareil tous les soirs pour revenir pour l'entraînement après et rebelote le lendemain matin. Et j'ai réussi à l'avoir et ça s'est bien passé. Donc, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est, ce BPGEPS? C'est un diplôme d'éducatrice sportive. Moi, j'avais la mention activité pour tous, donc c'est tous les sports au niveau débutant, on va dire, dans l'animation. Donc c'est un diplôme pour être animateur sportif, quoi. Justement, moi, ça m'intéresse, ça. Je te cite, « Je ne pouvais pas imaginer être un jour professionnel, car le football féminin pro n'existait même pas à l'époque. » Du coup, quel type de métier tu as pu imaginer à ce moment-là? C'était difficile pour moi parce que c'était foot tout le temps. Mais en même temps, je me disais, le foot, ça te fera pas vivre. Les garçons, ils peuvent être pros, les filles, non, il y a pas de filles qui sont pros. Donc, c'était difficile pour moi de mettre un métier sur mes feuilles à l'école. Donc, je mettais footballeuse professionnelle. C'était mon rêve, même si je savais que ça n'existait pas et que ça allait pas arriver, même si ça allait arriver par la suite. Et sinon, je mettais prof de sport parce que c'était à l'époque, quand t'aimais bien le sport, tu mettais ça, quoi. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce diplôme. J'aimais bien le sport, j'aimais bien enseigner aussi. Et je me suis dit, je vais faire ça et j'aurai ça au cas où. Et c'est vrai que les premiers contrats fédéraux pour le foot sont arrivés en 2009. Et moi, c'était pile... j'ai eu mon bac en 2007, donc c'était... ils sont arrivés juste après, donc j'ai eu une légère période où j'étais pas sûre, quoi. Mais à partir du moment où j'ai signé mon premier contrat, je savais que je pouvais en vivre, même si j'allais pas en vivre toute ma vie, mais au moins pendant une certaine période. Donc c'est pour ça que j'avais ce BPGEPS. Je me suis dit, au cas où, si le foot ça s'arrête demain, j'ai ça et j'ai une roue de secours, on va dire. Parce qu'il y a ce truc et cette expression que j'ai bien aimée d'ailleurs d'Herminie, la force tranquille. On a presque l'impression que tu allais le forcer, le destin, que tu avais une confiance, une intime conviction qu'il allait se passer quelque chose, même si, théoriquement, ça n'existait pas. Ouais. En fait, j'ai été au bout de mes rêves, finalement. Depuis l'âge de 2 ans, en fait. Je me suis dit, je fais du foot, c'est bien, mais je voulais toujours progresser. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée de vouloir être la meilleure, de pas être la meilleure pour dire je suis la meilleure, mais pour moi, personnellement, de me dire, je me donne les moyens d'y arriver, de travailler, je sais pas, en fait, je regardais en haut et je voyais pas de limite et je me disais, je peux encore progresser tout le temps. Et c'est ça qui me motivait. Après, bien sûr, je savais pas de quoi mon avenir était fait, mais je voulais me donner à fond dans le foot pour pas avoir de regrets et c'était ce que j'aimais faire. Donc, je me posais pas de questions. Après, peut-être j'ai forcé le destin. En tout cas, c'est pas moi qui ai créé les contrats, mais c'est un rêve qui est devenu réalité. Ouais. Alors, on l'a compris, le football est ta vraie passion. On se demande presque si ça n'aurait pas été finalement plus simple pour toi, à l'époque, d'avoir été un garçon. Alors, avant que tu nous répondes, on écoute ton frère qui a un avis sur la question. On était tout le temps en jogging Nike ou Adidas, je sais plus quelle marque. Ouais, c'était pas que de cheval, voilà, c'était le côté pratique, quoi. C'était elle avait l'attitude des joueurs qui étaient en centre de formation, quoi. Je sais pas, vers l'âge de 13-14 ans, moi j'avais l'exemple avec des copains à moi qui avaient un très bon niveau de foot directement. C'était les centres de quand je dis les centres de formation, c'était le FC Lorient en l'occurrence qui était juste à côté, qui venait récupérer les meilleurs éléments pour qu'ils aillent en centre de formation. Et Eugénie à cette époque-là, elle voyait déjà que dans notre club à l'Est Garmer, elle surpassait tout le monde. Elle savait très bien que si elle avait été un garçon, elle aurait directement intégré un centre de formation et puis voilà, après la voie est toute tracée. Alors que elle, à cette époque-là, elle a dû se faire son chemin dans un foot féminin qui n'était pas encore reconnu et avec toutes les épreuves qu'elle a pu connaître. C'est sûr que ça aurait été peut-être un peu plus simple d'être un garçon à cette époque-là. Ouais, ouais c'est sûr et c'est vrai ce qu'il dit parce que nous, on était dans le petit club d'à côté et je voyais des fois les recruteurs, ils venaient pour chercher les garçons
Et oui, je pense que si j'avais été un garçon, j'aurais au moins fait des détections dans des clubs plus huppés, on va dire. Mais là, ils se posaient même pas la question. J'étais une fille, non. Après, c'est difficile aussi chez les garçons de sortir de la masse parce qu'il y a tellement de joueurs. Mais je pense qu'au début, oui, j'aurais peut-être débuté dans un club, oui, comme le FC Lorient. J'avais le niveau, en tout cas, pour jouer dans ce club, mais j'étais une fille. Mais en tout cas, on sait jamais ce que ça serait devenu. Mais comme il dit, c'est vrai que le chemin, il n'était pas tracé pour moi. Et j'ai dû le tracer, finalement. Tu as commencé à jouer avec des garçons, comme on l'a dit, depuis Trélissac, jusqu'à 14 ans. Et puis là, on bascule. C'est l'équipe de filles avec le FC Lorient qui crée donc une équipe féminine U15 inscrite dans un championnat de garçons. Ça, j'imagine aussi, ça fait de sacrés souvenirs. Ouais, mais je me dis que j'ai eu de la chance parce que cette transition garçon-fille, en fait, j'arrivais pas à me projeter, en fait, parce que moi, depuis toute petite, je jouais avec les garçons, on se suivait dans les catégories, donc, et puis à l'âge de 14 ans, on me dit, tu peux plus jouer avec eux. Eux, ils vont aller jouer dans le championnat U15, U16, mais toi, tu peux plus. Donc, c'est les joueurs avec qui tu as joué depuis plusieurs années, et puis même eux, ils sont surpris, ils se disent, l'année prochaine, t'as plus le droit de jouer avec nous. Et puis là, tu te dis, mince, c'est chiant, quoi. Et puis surtout, qui dit équipe de filles, dit équipe senior, oui, moins bon niveau, tout ça, quoi. Parce que du coup, comme il n'y a pas assez de filles, pour, à 15 ans, faire une équipe. La plupart du temps, c'est compliqué. J'avais vraiment du mal à me projeter à cette époque-là. Et en fait, j'ai eu la chance que Sonia Aziraj, une de mes anciennes coachs, qui est aujourd'hui à la Fédé, créer une équipe parce qu'il n'y en avait pas au FC Lorient. Donc, on a créé l'équipe et en fait, on a, avec les copines du sport-études, c'était un projet un peu fou. Un peu fou et à la fois, on était toutes trop contentes de pouvoir le faire parce que ça nous permettait de jouer dans le même club. On a le même âge et en plus, on pouvait continuer de jouer contre les garçons. Parce que on avait le droit, on avait une dérogation pour jouer dans le championnat U15 garçons. Donc ça, c'était top parce que on était toutes issues de la mixité, on adorait ça. Et c'est vrai que jouer dans un championnat senior district filles, ça nous intéressait pas. Et à cette période-là, même elles étaient quand même dans la compétition, dans l'envie d'être les meilleures possibles. Donc ça nous allait très bien ça. Et l'objectif, c'était de monter. Donc cette saison-là, on joue dans le championnat U15 garçons. Ça se passe très bien. Là, c'est quand même plus. Regardez, il y a une fille qui joue dans l'équipe d'en face. Non, regardez l'équipe d'en face, c'est que les filles. Ouais, non, mais c'était marrant parce que forcément, au début, ils avaient un a priori. Mais après, ils ont appris à connaître notre équipe et ça s'est plutôt bien passé dans le championnat et j'ai pas de souvenirs de mauvais souvenirs ou très peu, mais ouais, donc c'était sympa. Et après, on avait pour objectif de créer cette équipe dans le but de l'amener le plus haut possible du niveau féminin. Donc cette première année, on joue dans le championnat U15 garçons et l'année d'après, on n'a plus le droit. Donc, on doit démarrer au plus bas niveau district. Donc là, ça m'embêtait un peu, moi qui avais des ambitions. Mais à la fois, je me dis, c'est un projet qui me plaît. Je vais continuer à jouer avec des bonnes joueuses. Voilà, si on peut faire monter l'équipe, allez, c'est parti, quoi. Du coup, on fait la première saison district, on monte direct. On surclassait tout le monde. Ensuite, on arrive directement en DH, parce qu'à l'époque, il y avait moins de divisions. Donc, c'est niveau régional. Et en fait, là, il y avait des barrages. Donc, à la fin de la saison, on termine première de notre championnat largement. Et à la fin de la saison, il y a des barrages d'accession. Et en fait, on a perdu ce barrage qui nous a empêchés d'accéder à la D2, qui était pour moi un vrai objectif parce que D2, après, je voyais D1, quoi. Et c'est vrai que perdre une année, moi, c'était difficile. Déjà que j'avais commencé en district. Et je me dis, là, il est peut-être temps pour moi de partir et de quitter le projet finalement. Et donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et puis, j'ai intégré Saint-Brieuc, du coup, qui était en D1 et qui m'appelait déjà depuis 3 ans, quoi. Alors, avant ça, il y a quand même une étape qui compte aussi. C'est le lieu mythique, c'est Clairefontaine. On est en 2005, tu as 15-16 ans. Tu intègres le CNFE, le Centre National de Formation et d'Entraînement. Clairefontaine, c'est rien que le nom, quoi.
Ouais, c'est waouh. J'avais déjà eu l'occasion d'y aller avant parce que je faisais des détections nationales. Donc, on avait des rassemblements, on va dire les 50 meilleures joueuses de mon âge. On se retrouvait là-bas pour des stages. Et là, on me donne l'opportunité d'intégrer Clairefontaine. J'avais aussi vu la série à la Clairefontaine. Enfin, c'était quelque chose que vraiment, ça me faisait rêver. Donc, il arrive le choix en 3e de soit choisir Clairefontaine, soit choisir le sport-études de Rennes, qui est lui régional, où toutes mes copines vont. Et donc, à ce moment-là, je me dis non, quand même, faut que je choisisse Clairefontaine parce que j'aspire au mieux, en fait. J'aspire au plus haut niveau. Donc, je fais ma seconde à Clairefontaine. Ça se passait bien, mais c'est vrai que je faisais les allers-retours tous les vendredis soirs. Donc, je faisais les 4 heures de train tous les vendredis soirs, 4 heures de train tous les dimanches soirs. Donc ça, c'était un petit peu embêtant et c'était quand même une période, c'était long, quoi. Et à la fois, je me disais, peut-être que tu peux te rapprocher de chez toi, tu peux rejouer au foot avec tes copines, au sport-études, avec un moins bon niveau, mais quand même, ça va, le niveau, il est pas trop mal. Et à Clairefontaine, je sentais pas un groupe. D'ailleurs, je m'en rends compte encore aujourd'hui. C'est vrai que, en fait, j'étais dans une génération où il y avait des bonnes joueuses, mais elles s'en foutaient du foot, en fait. Et il y en a très peu qui ont fait carrière. Et moi, j'étais à fond dans le foot, donc c'était ce que je voulais faire. Moi, je voulais pas entendre parler des trucs à côté. C'est pour ça que je suis partie. Alors, qui dit Clairefontaine dit équipe de France. Il y a presque un trait d'union évident. Les Bleus, comme un moteur, c'est d'ailleurs un peu comme ça que l'interprète ton frère. L'équipe de France féminine, ça fait quand même quelques années que ça existe. Même si c'était pas médiatisé, elle s'y intéressait. Et elle savait très bien que c'était quelque chose d'abordable pour elle. Elle avait toutes les qualités pour y arriver, sans parler de club de foot professionnel ou quoi que ce soit. Voilà. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui qui fait une discipline qui n'est pas du tout, je sais pas, par exemple au tennis de table, c'est pas trop médiatisé. Voilà, quand on a toutes les qualités nécessaires, on a un objectif, c'est d'être en équipe de France, de faire des compétitions internationales, tout ça, même si le chemin est long. Ouais, Eugénie, elle avait cet objectif. Avant même de jouer devant 50 000 personnes, non, c'est vraiment porter le maillot bleu parce que ça représente le très haut niveau dans le foot féminin, quoi. Il a bien résumé. C'est vrai que une fois que comme je disais, j'ai fait les rassemblements nationaux à Clairefontaine où il y a les meilleures joueuses. Puis après, je sais qu'il y a une équipe de France U17 et je me dis, tiens, ça doit être un objectif pour moi. Donc, ça l'est devenu. Et j'ai intégré l'équipe de France U17 au moment où j'étais à Clairefontaine. Donc, voilà, c'était un bon moment. C'était un bon souvenir. La première Marseillaise, même l'annonce de la liste, j'ai appelé mon père direct et j'ai dit que j'étais prise et il était content forcément. Mais ouais, c'est un bon moment et c'est vrai que c'était un objectif pour moi à partir du moment où je savais qu'il y avait une équipe de France de ma génération, de ma catégorie et qu'on pouvait faire des compétitions. Enfin, moi, ça me faisait rêver, même si c'était que U17. Mais à cet âge-là, t'en rêves, quoi. Et puis, par la suite, c'était U17, U19, U20, et puis faire toutes les compétitions possibles de mon âge. Justement, ce maillot de l'équipe de France, comme on le dit, ce moteur, il est aussi nourri et il y a cet épisode de France 98, cette Coupe du Monde en France, qui a un retentissement national. Là aussi, c'est un petit peu dans cette image, dans ce souvenir, dans ce maillot bleu, cette bande de Zizou et consorts, que naît aussi une partie de tes modèles, de tes convictions. Oui, et en particulier par rapport à l'équipe de France. C'est vrai que en 98, j'avais 9 ans. Et à 9 ans, tu prends conscience des choses, tu regardes tous les matchs. Donc, j'étais dans cette génération pile quand la Coupe du Monde a été gagnée par les Bleus. Donc, forcément que cette identité au maillot, je l'ai aussi construite comme ça. Et ça a fait rêver tout le monde. Et de me dire que je pourrais... c'est pas une Coupe du Monde France-Brésil garçon devant je sais pas combien de milliers de personnes, mais à mon niveau, je me disais porter le maillot bleu comme Zidane portait le maillot, ça me faisait rêver, quoi. Et c'est devenu un objectif. Et comme il le dit, c'était pas pour la popularité de passer à la télé ou de jouer dans des stades de fous, parce qu'à cette période-là, on savait même pas. Mais c'était de juste porter le maillot et d'avoir le maillot et de jouer pour l'équipe de France, pour son pays. Comme mon petit frère le dit, c'est que c'est le haut niveau, c'est vraiment...
Ouais, c'est le Graal. Tu peux pas faire plus haut en fait. Donc c'est ça. Alors, dans cette année-là, il y a un événement, dans la nuit du 15 au 16 février 2006, qui est un événement qui va potentiellement marquer ta vie. Et pour une fois, c'est pas du football. Oui, c'est un événement marquant dans ma vie. C'est vrai que ça a aucun rapport avec le foot. C'était notre maison qui a été incendiée. Et j'avais 15 ans. J'étais à Rennes à cette période-là, en internat. Et j'étais rentrée pour le week-end. Et dans la nuit, il était autour de minuit, le feu qui se propage dans la maison. À cette période-là, j'avais donc mes 2 petites sœurs, mon petit frère, donc on était tous les 4, et ma mère qui était là, parce que mon père était, à l'époque, il avait été muté à Mayotte, donc il n'était pas sur place. Et voilà, quoi, c'est un événement qui te marque. Ouais. Tu te retrouves l'aînée, ta maman était sortie juste pour promener le chien, et tu te retrouves, toi, à 15 ans, à gérer tes 3 petits frères et sœurs. Vous êtes à l'étage, la maison commence à prendre feu, et là, tu as les bons réflexes. Ouais, je pense que c'est l'instinct de survie, comme on dit, et c'est vrai que ma mère était pas là, donc j'étais dans ma chambre, et là, j'ouvre la porte et je vois en bas, il y avait les meubles et tout qui prenaient feu, quoi. J'avais senti l'odeur et la fumée qui commençait à arriver, et quand je suis descendue, je vois tout ça et je me dis là on peut pas descendre par en bas. Donc on fait comment? Je vais voir mon petit frère qui lui a 2 ans de moins que moi, 3 ans de moins que moi. Et du coup, on se réunit dans sa chambre qui donnait sur l'entrée en bas. Et donc on ramène mes petites sœurs qui à l'époque avaient je sais plus 10 qui étaient petites, quoi. Et puis du coup, je lui dis là faut qu'on passe par la fenêtre. On peut pas descendre par l'escalier. Et du coup, il me dit on fait comment et tout. Enfin, il dit tout reposer sur moi. Je me dis là, avec du recul, je me dis il fallait que je prenne les bonnes décisions parce que ça aurait pu être un drame. Et du coup, moi, je savais que je devais rester avec mes petites sœurs parce que si je devais les faire passer par la fenêtre, et je lui dis toi, faut que tu sois le premier. Et donc, je sais même plus comment on a fait. J'ai dû l'aider au début parce qu'en plus, on avait une maison assez grande, donc la fenêtre était assez haute. C'était, je sais pas combien de mètres. Et donc, je l'ai tenu à bout de bras, et puis pour qu'il ait le moins de distance à faire. Et puis, il a fini par descendre. Et puis, je lui dis, va appeler qui tu peux, va prévenir les voisins, parce qu'il était 11h30 ou minuit. Donc, à cette période-là, il y a personne dehors et c'était compliqué, quoi. Et donc, en attendant ma mère qui revient, et moi, pendant ce temps-là, donc je voulais que mes petites sœurs, je voulais les faire descendre, mais je pouvais pas. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille chercher du monde enfin, je leur ai dit, vous restez là et je vais chercher, quoi. Et du coup, donc moi, je saute par la fenêtre. Et puis, finalement, ma mère a dû aller les chercher par l'escalier qui était en feu, parce qu'elles ne pouvaient pas descendre par la fenêtre. Et elles étaient toutes les deux en haut. Donc, c'était un moment... c'était même encore aujourd'hui, c'est ancré. Et c'est une partie de ma vie qui a été compliquée, ouais. Moi, le truc qui m'a marqué quand on m'a raconté ça, c'est qu'en fait, on peut pas toujours tout comparer, mais on n'est pas dans le football, on est dans un moment de vie qui est crucial, qui aurait pu amener à un scénario terrible. Et pourtant, je retrouve les qualités d'Eugénie. Je vois quelqu'un qui répond à la pression, qui garde son sang-froid, qui panique pas, qui résiste au stress, qui fait les bons gestes, qui parle peu, mais bien. Et quelque part, je retrouve tes qualités de joueuse. Ouais, c'est vrai que après, comme je disais, c'est un instinct de survie, mais peut-être qu'on a tous un instinct de survie différent. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout paniqué, et je savais qu'il fallait que je garde mon calme. Et en tout cas, je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions, parce qu'à un moment, je me dis, ma mère, elle a quand même dû monter par l'escalier et aller chercher mes petites sœurs quasiment dans les flammes. Si elle l'avait pas fait, je sais pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été dramatique. Donc oui, j'ai pris des bonnes décisions parce que tout de suite déjà, il fallait qu'on aille prévenir, on a été dans la chambre qui était la plus isolée. J'ai essayé de réfléchir à des choses, même si aujourd'hui ça me paraît lointain. T'as 15 ans dans une maison qui brûle, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, mais je le retrouve, ça c'était des situations une situation extrême, mais c'est vrai que je le retrouve même dans des plus petites situations de la vie où on pourrait stressé, paniqué, et je suis quelqu'un qui essaye toujours de se poser, de réfléchir à trouver la meilleure solution, même dans une situation où tu peux paniquer. J'essaye de garder mon sang-froid. Ouais.
C'est vrai que je me dis qu'aller tirer un penalty, même s'il y a de la pression, même s'il y a 50 000 personnes... Ça peut aider quand on a du sang-froid, ouais. Oui, non, c'est sûr. Et oui, peut-être que c'est... Je sais pas ce qui m'a aidé, mais en tout cas, oui, gérer la pression. Je pense que quand on est footballeuse professionnelle, qu'on joue aujourd'hui, en 2021, à cette époque, t'es obligé un petit peu d'avoir cette gestion de tes émotions parce que sinon, c'est compliqué. Mais en effet, aller tirer le penalty lors d'une finale de Ligue des Champions devant 50 000 personnes, 50 000 Allemands, alors que tu joues contre une équipe allemande, ouais, c'est un moment marquant de ma carrière, je pense. Eugénie fait évidemment référence à cette victoire en Ligue des Champions avec l'OL. Juste pour conclure et clore cette page, cet événement extraordinaire de cet incendie, est-ce que ce jour-là, pour revenir à l'enfance, est-ce qu'une partie de l'enfant s'est aussi envolée en fumée avec cette maison? Est-ce que tu sens que c'est un moment où tu es devenu un peu plus vite adulte? Est-ce que tu considères ça comme un moment un peu clé dans ton histoire de vie? Oui, forcément. Ça te fait prendre conscience de choses plus rapidement que ça ne l'aurait été autrement. Ça a beaucoup touché ma mère, je pense, et encore aujourd'hui. C'est vrai que voir sa maison comme ça brûler, voir tous les souvenirs, ma mère était quelqu'un qui gardait beaucoup les photos, même toutes mes médailles, mes trophées de ma carrière, jeune carrière. C'est vrai que je les avais plus, donc c'est des choses, des trucs tout bêtes. Mais quand on te disait, t'as pas une photo de toi quand t'étais petite? Bah non, j'en ai plus. C'est des petites choses comme ça qui étaient parfois difficiles, mais oui, je pense que ça m'a fait grandir et évoluer plus vite. Alors, on va repasser à ta carrière et à ta jeune carrière, comme tu le dis. On est en 2007, tu signes justement au Stade Briochin et tu découvres alors, à 18 ans, la D1 féminine, l'élite du foot féminin de l'époque. Ça y est, l'histoire est en marche. Oui, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, mon arrivée en D1, je savais que c'était là que je voulais être, même si, comme je le disais par le passé, j'avais joué en niveau inférieur, mais mon objectif, c'était la D1. Et depuis plusieurs années, Saint-Brieuc m'appelait pour venir. Et voilà, j'avais mon projet à moi et je voulais aller au bout de celui-ci. Maintenant, la dernière année où on n'a pas accédé à la D2 avec le FC Lorient, je me suis dit que c'était le moment de partir et puis de tracer ma route, quoi, entre guillemets. Donc, ouais, il y a eu cette signature à Saint-Brieuc à l'âge de 18 ans. C'était le club de la région, le club de l'élite. Et il faut savoir que plusieurs années avant, c'était un des meilleurs clubs français. Donc, il y avait vraiment une identité club féminin phare. Donc, je connaissais ce club c'était un club de renommée, on va dire, dans la région pour les filles. Pour moi, c'était l'étape suivante, quoi. Je voyais mon chemin et je voyais cette étape sur mon chemin. Et puis, après Saint-Brieuc, il y a un moment peut-être clé dans ta carrière et ton papa va nous en parler. Elle me téléphone et elle me dit est-ce que tu pourrais m'accompagner dans les locaux du PSG. On m'a dit de passer pour voir pour un nouveau contrat après son expérience à Saint-Brieuc. Bon, je dis pourquoi pas. Je suis retraité, donc j'ai le temps, donc on se retrouve et puis me voilà donc avec elle au Parc des Princes dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Bon, on discute. Bon, comme toute opération, on va réfléchir. Puis voilà, et puis on repart on sort et puis elle me dit mais maintenant il faut que j'aille à Lyon. Ah bon? Tu peux toujours m'accompagner? Je dis oui, pourquoi pas. Elle me dit on a 2 billets d'avion qui nous attendent à l'aéroport de Lorient pour aller à Lyon. Et nous voilà partis à Lyon. Donc tous les deux, on est accueillis par évidemment Monsieur Aulas. Et donc on discute et puis on arrive dans les bureaux pour discuter du futur contrat. Et pareil là aussi on dit parce qu'ils voyaient bien qu'on n'arrivait pas à décider, on va réfléchir. Puis ils ont une amabilité tellement importante que on nous dit rentrez chez vous à Lorient et puis vous revenez demain pour signer si vous voulez. Hein. Là j'en revenais pas. Bon, déjà
Bon, du coup, on suit les conseils. Et on reprend l'avion et on rentre à Lorient. Et une nuit pour réfléchir. Le lendemain matin, Eugénie revient à Lyon. Mais ce coup-là, c'est pas moi qui suis venu, c'est celui qui est maintenant son mari, pour signer un contrat où on devait discuter un peu. Dans cette anecdote, et apparemment, ça lui a réussi parce qu'elle y est restée quand même, et il y est encore jusqu'en 2024, quoi. C'est fou. Mais ça montre une facette de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui prend jamais ses décisions à la va-vite. Je prends pas de décision sur un coup de tête. C'est toujours bien réfléchi et j'essaye de prendre la meilleure décision pour moi. Enfin, pour moi et tout ce qui m'entoure. Et ça en est la preuve parce que on va à Paris. Enfin, il y avait Paris et Lyon. Et moi, dans ma tête, c'était les deux meilleurs clubs. Enfin, à l'époque, il y avait Juvisy, mais c'était Paris et Lyon qui m'intéressaient parce que le projet de professionnalisation m'intéressait et je voulais. Moi, si tu m'avais dit à l'âge de 5 ans, tu seras joueuse professionnelle, voilà, c'était ce que je rêvais. Donc, vivre de ma passion, que ce soit mon métier, c'était ce que je voulais, clairement. Et je savais que c'était possible. Donc, il y avait Paris et Lyon. Je me suis dit, on va aller voir les deux clubs et on se fera une idée. Donc on va d'abord à Paris. Ils me voulaient vraiment. Enfin, le projet était intéressant. Après, on va à Lyon. Le fait d'être rencontrée, par le président. Le fait qu'elles étaient championnes de France, qu'elles avaient joué la finale de la Ligue des Champions, c'était des atouts. Et pour moi, c'était le meilleur club français. Donc, voilà, j'avais fait cette étape de D1 à Saint-Brieuc et je me dis maintenant, il faut que je passe à l'étape supplémentaire. Et puis, il y avait la Ligue des Champions qui me faisait rêver. Donc, je me suis dit, à cette période-là, Paris ne la faisait pas. Je me suis dit, c'est Lyon, quoi. Je voulais vraiment jouer à Lyon parce que toutes les conditions pour moi étaient réunies. Il y avait aussi des joueuses que je connaissais. Enfin, c'était un tout. Et quand on était dans le bureau, j'avais envie de venir, mais je voulais pas décider tout de suite, quoi. J'avais besoin de réfléchir et du coup, oui, c'est vrai qu'ils ont été plutôt sympas. Ils m'ont dit, réfléchis. Et j'ai repris l'avion le lendemain. Donc, j'ai fait le même trajet, quoi. J'ai fait le Lyon-Lorient pour rentrer chez moi et puis le lendemain, le Lorient-Lyon pour revenir, pour signer. Et aller voir la mer pour... Ouais, pour me donner conseil. J'ai été réfléchir au bord de mer. Non, mais c'était, voilà. Et ça montre comment je suis aussi dans la vie. Et puis, et après, à partir de ce moment-là, voilà, je savais où je mettais les pieds, mais c'est vrai que ça n'a jamais été facile, parce qu'on peut penser maintenant, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai tout gagné, que en fait, c'était facile la vie, mais non, c'était pas facile parce que j'arrivais dans une équipe déjà bien compétitive, avec que des internationales, des filles qui jouent en équipe de France, mais dans d'autres pays aussi, qui avaient un très bon niveau. Je savais qu'il allait falloir que je travaille, que je me fasse ma place, que j'arrive à m'imposer. J'étais déterminée et voilà, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai réussi, c'est que j'ai jamais rien lâché et en tout cas, tout ne m'a pas été donné. Et là, encore une fois, on se retrouve à la croisée des chemins. On est, comme tu le dis, 11 ans plus tard, une vingtaine de titres plus tard, 7 Ligues des Champions plus tard. Tu crois à ta destinée? Ça paraît évident aujourd'hui, mais encore une fois, c'est le bon choix. Oui, c'est ce que je me dis. Je me dis, j'ai pas de regrets, j'ai fait le bon choix. Maintenant, comme tu dis, ça paraît évident aujourd'hui, mais tu reviens 11 ans en arrière. J'avais 21 ans, j'étais en sélection, mais pas toujours titulaire. J'étais loin de penser que j'allais avoir cette carrière. Même si j'avais au fond de moi des rêves, j'avais au fond de moi une envie comme depuis que j'avais tapé dans mon premier ballon, c'était de devenir la meilleure possible, de progresser, d'aller le plus haut possible, en fait, de pas voir mes limites. Et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui de performer et de vouloir voir plus haut. Alors évidemment, on en a parlé déjà, l'équipe de France, c'est incontournable dans l'histoire de ta vie. Tout commence en 2009. Il y a ce premier rendez-vous à Blois contre l'Irlande. Et puis, il y a ton premier but contre l'Écosse à Larnaca, à l'occasion du tournoi de Chypre. T'as pas 20 ans. Aujourd'hui, t'es la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. C'est quoi ton rapport à cette équipe qui est presque ton deuxième maillot? C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'y suis. Je suis arrivée en équipe de France en 2009. Donc, j'y étais avant Lyon déjà. Donc,
c'est aussi pour ça que j'ai ce rapport avec ce maillot. Et c'est quelque chose que je suis fière de faire partie de l'équipe de France. Maintenant, c'est pas un aboutissement pour moi de porter ce maillot. C'est que déjà, j'ai envie de le mériter quand je le porte. Donc, c'est se surpasser chaque jour dans son club pour pouvoir prétendre à l'équipe de France. Et après, c'est aussi de performer en équipe de France et de vouloir gagner une compétition avec l'équipe de France. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de gagner quelque chose avec ce maillot. Ça serait merveilleux. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui, en tout cas à mon palmarès. Après, je sais que c'est difficile. Hein. On est des compétitrices, mais dans tous les pays. Donc, tous les pays se donnent les moyens de vouloir prétendre à un titre au niveau international. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai ce rapport, pour toutes ces raisons, que j'ai ce rapport avec ce maillot. Il m'a fait rêver en 98. J'ai eu la chance de pouvoir le porter. Et maintenant, c'est le porter un maximum de fois, mais tout en ayant cet objectif de compétition. On va évoquer maintenant la partie transmission, qui est une notion importante dans Allons enfants, et qui l'est aussi pour toi. Les sujets sont nombreux te concernant. On va commencer par les livres, avec depuis septembre 2020, cette collection de livres sur le foot destinés aux enfants. Tu en es la marraine. La série s'intitule Fan de foot et livre des conseils pour les footballeurs en herbe. Oui, c'est ça. C'est un projet qu'on m'a proposé. Je me suis toujours dit que dans les livres, on parlait jamais de football féminin, ou très peu. Enfin, c'était vraiment rare. Et je me suis dit, c'est aussi une occasion, comme je parlais d'éducation, de parler aux enfants que le foot, c'est aussi pour les filles, que ça fait partie de l'éducation et de sensibiliser les plus jeunes. Donc vraiment, quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça avait une valeur pour moi de transmission et d'éducation qui était à mes yeux importante. Parce que peut-être que si à mon époque, quand j'avais 5 ans, j'avais eu des livres comme ça, ou même mes camarades avaient lu des livres comme ça, peut-être qu'ils auraient eu un avis différent sur le football féminin. Donc, dans cette idée, je me suis dit, oui. Puis c'était avec Olivier Giroud aussi, un projet sympa, un joueur que j'aime bien. Donc voilà, c'est une manière pour moi de transmettre des valeurs, comme je disais, d'éducation et sensibiliser les plus jeunes sur des sujets différents. On ne parle pas que de football féminin, c'est aussi tous les aspects du jeu, que ce soit la tricherie, le but, des choses du foot en général. Et c'était un projet sympa à faire en tout cas. Tu en es la marraine, tu l'as évoqué. Le parrain, c'est le champion du monde, Olivier Giroud. Eh bien, parfois, le deuxième meilleur buteur des Bleus a aussi un message pour la meilleure buteuse des Bleus. Eugénie, j'ai eu l'opportunité de croiser son chemin plusieurs fois, que ce soit pour l'équipe de France ou encore le fait qu'on soit ambassadeurs tous les deux pour cette série de livres jeunesse sur le football, fan de foot. On est tous les deux ambassadeurs de cette série parce que aussi on partage les mêmes valeurs du foot, que ce soit la solidarité, le goût de l'effort, le respect d'autrui, de ses partenaires et adversaires. C'est une personne qui est entière et qui représente bien le football féminin. Je la suis un peu sur et en dehors du terrain. Évidemment, elle a un record assez incroyable en équipe de France et c'est une belle ambassadrice du football français. Je crois qu'elle a presque 90 buts marqués, si je me trompe pas. Et donc, c'est une très belle ambassadrice pour l'équipe de France et je sais qu'elle soutient aussi la valorisation de la place des femmes dans le sport avec l'UNFP. Donc, c'est tout simplement une belle ambassadrice du football. Merci Olivier. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'ai, comme il le disait, rencontré plusieurs fois et on a même eu l'occasion de jouer ensemble une fois pour un sponsor, donc c'était sympa. Mais c'est vrai que c'est une personne que j'aime bien, comme il le dit. C'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs et lui aussi c'est quelqu'un d'entier qui a des valeurs et je me retrouvais bien en lui aussi. Donc et puis il a aussi marqué pas mal de buts pour l'équipe de France, donc il espère me rattraper bientôt. Mais non, c'est sympa et c'est vrai que de pouvoir avoir aussi des personnes comme lui qui défendent aussi la place des femmes, ça c'est bien et ça. C'est comme dans la vie, il ne faut pas qu'il y ait que des filles qui défendent les filles, que des hommes qui défendent les hommes. Et je pense que c'est
une société mixte dans laquelle on vit, donc que tout le monde défende les intérêts de tout le monde. Et voilà, c'est un très bel ambassadeur aussi. Alors, l'autre cause, en tout cas l'autre engagement te concernant, c'est depuis novembre 2020. Tu es aussi secrétaire général de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. C'est un rôle important puisque, comme tu l'as dit, les footballeuses ont aussi des objectifs de progression, d'amélioration, notamment au niveau du statut des joueuses et sur les questions de la reconversion. Là aussi, c'est un chantier important. Oui, c'est vrai que le projet de l'UNFP, c'était quelque chose dont on me parlait déjà avant. En fait, on m'appelait déjà la syndicaliste dans le vestiaire. Donc, pour être honnête, voilà, j'étais pas étonnée qu'on me propose ce rôle au départ. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé faire avancer les choses, qui a toujours voulu montrer que sa place, elle était là, et que voilà, je me suis toujours battue avec mes moyens, avec mes armes et avec mon tempérament contre les idées reçues, etc. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire évoluer le football féminin de manière à ce qu'il soit encore meilleur à l'avenir. Et aujourd'hui, je le fais pas forcément pour moi, je le fais aussi pour les générations futures. Je me dis aussi que d'autres l'ont fait avant moi pour que j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'est aussi rendre l'appareil et participer à ce développement. Aujourd'hui, il y a encore plein de choses à faire et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. J'essaye de donner mon ressenti, de faire passer les messages et de donner mon avis sur ce qui me semble être essentiel pour développer notre pratique et surtout qu'il se professionnalise encore plus, parce qu'aujourd'hui, pourrait me dire oui, je suis à Lyon, je suis professionnelle, voilà, je suis bien. Mais aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a des clubs qui sont un peu dans la galère, qui n'ont pas forcément de contrat et qui sont dans le championnat de D1 et forcément qui peuvent pas être aussi compétitifs que nous. Donc, j'ai aussi envie que ça évolue, que le championnat soit professionnel. Ça serait un de mes rêves, si je peux dire. Mais ça serait top. Et je tends vers ça. En tout cas, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Maintenant, il faut trouver les moyens d'y arriver et ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Alors, dans les évolutions, dans les avancées, les instances internationales ont décidé d'ailleurs de mettre en place des règles qui facilitent la possibilité d'être maman pour les joueuses pendant leur carrière. C'est un premier pas. Tu es mariée, toi, depuis le mois d'août 2020 avec Florian, dont on a parlé brièvement plus tôt. L'envie d'avoir un enfant est la raison qui me fera arrêter le football. Voilà ce que tu avais déclaré en 2019. Est-ce que du coup, avec ce genre de choses, c'est toujours le cas? Cette place de la maman dans le sport, c'est aussi un sujet intéressant. Oui, c'est un sujet intéressant. Après, chacune est différente par rapport à ce sujet. Je sais qu'il y a des joueuses qui aimeraient bien le faire pendant leur carrière, mais qui sont face à des problèmes, donc voilà, des contraintes, donc elles ne peuvent pas le faire. Moi, ça a plus été un choix par rapport à ma carrière. Je me suis toujours dit que j'ai la chance de faire ce métier. Une carrière, c'est à la fois long, mais ça peut être court. Enfin, j'ai la chance de pouvoir jouer des compétitions. Donc, je me dis, c'est aussi mettre entre parenthèses ta carrière que d'avoir un enfant, au moins pendant la durée de la grossesse. Maintenant, je trouve ça très bien qu'on puisse accompagner les femmes qui en ont le désir pendant leur carrière, et je trouve ça très important parce qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est pas un caprice, c'est juste la vie, et c'est juste c'est la vie tout simplement en fait. C'est que la femme est faite pour ça aussi, donc c'est une envie normale et aujourd'hui, je connais beaucoup de joueuses qui ont arrêté très jeunes, trop tôt, pour avoir des enfants et pour fonder une famille. Et je trouve ça dommage, en fait, de ne pas pouvoir le faire pendant, quand on en a envie. Maintenant, c'est des choses qui doivent être réfléchies, adaptées et bien sûr accompagnées, parce que c'est pas le tout d'avoir son enfant, mais après, il faut aussi qu'on puisse être accompagné dans tout ce qui concerne sa carrière, mais aussi son enfant. Donc aujourd'hui, quand tu pars en déplacement, quand tu pars en compétition, comment tu fais? C'est des questions qui se posent réellement, parce qu'il suffit pas d'avoir un enfant pour après se poser ces questions. C'est des questions qui doivent être réfléchies avant, et j'espère que les instances du football français vont prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Mais il y a encore plein de choses à faire. Je pense notamment au contrat, voilà, c'est des choses. Il y a un vide juridique complet sur ça, et c'est en ce sens qu'il faut aussi faire évoluer les choses. Alors, être maman et jouer au foot, c'est aussi donc possible. On vient d'en parler avec, on l'espère, des progrès au niveau professionnel. Mais on peut aussi penser
aux amateurs. Et les choses ont pas mal changé depuis certaines années, depuis un certain nombre d'années. Et la preuve avec Marthe, ta sœur, qui nous en parle. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un peu plus d'engouement pour le foot féminin, notamment au moment de la Coupe du Monde 2019. D'ailleurs, dans les mois qui ont suivi, dans ma petite ville, il y a sur une page de Facebook de la ville, il y avait des messages qui circulaient comme quoi des femmes voulaient créer une équipe de foot, enfin du moins pouvoir s'essayer au foot en amateur, en loisir, et essayer de trouver des personnes pour les suivre. Tiens, je vais essayer, c'est l'occasion depuis le temps que je regarde le foot féminin à la télé. Et je trouve que ça m'a beaucoup plu dès les premiers entraînements. Dans les effectifs de notre groupe, ça va des ados de 16-17 ans jusqu'à des femmes de 40-45 ans. Et lors du premier entraînement, on va dire, j'ai eu la surprise de voir arriver une jeune fille avec le maillot de ma sœur sur le dos. Donc ça m'a fait un peu étrange, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Donc ça fait maintenant 2 ans et j'en fais toujours depuis. Ça, c'est vraiment une anecdote marrante. Parce que ma sœur, donc Marthe, qui a 4 ans de plus que moi, n'a jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais, tapé dans un ballon avec moi quand j'étais plus petite. C'est-à-dire qu'elle voulait jamais entendre parler de foot. Elle, c'était poupée, gym. Et elle me voyait jouer avec mon ballon, mais jamais elle est venue me dire « Tiens, tu fais quoi ? Vas-y, je veux jouer avec toi. » Non, jamais. Donc, c'était vraiment presque anti-foot, quoi. Et c'est marrant comment on peut faire changer des gens, en fait. Parce que quand elle m'a dit « Je vais m'inscrire au foot », j'ai dit « Quoi ?» J'étais choquée. Je dis « Mais tu vas t'inscrire dans un club ?» Elle dit « Bah ouais, avec d'autres mamans, on a un groupe trop bien et tout. On fait notre premier entraînement la semaine prochaine. » Et j'étais la première étonnée parce que c'est vrai que ma sœur, elle s'est pris de passion pour le foot à travers moi et les voyages qu'elle a pu faire. Elle est venue au Canada avec son mari et sa fille. Elle me regardait tout le temps à la télé, mais elle a jamais regardé d'autres matchs que les miens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de se dire que ma sœur, qui a jamais aimé le foot, elle s'est inscrite au foot à 35 ans, je trouve que c'est beau comme histoire. Et c'est là que je me dis vraiment, faut rien se refuser. En fait, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Et moi, même si, oui, aujourd'hui, je suis consciente de son niveau, mais le plus important, c'est qu'elle prenne du plaisir et puis qu'elle soit heureuse de faire ce qu'elle fait. Donc, je lui donne des crampons et des tenues de foot pour qu'elle aille s'entraîner. Et voilà, on peut être à la fois Eugénie Le Sommer et gagner cette Ligue des Champions, et puis aussi juste une maman ou une jeune fille, et puis aller jouer au foot, tout simplement. Donc, allez-y, les filles, jouez au foot. Le dernier point, et pas des moindres, ce sont ces stages, Eugénie Le Sommer. Depuis 2017, tu as lancé cette idée, un stage ou des stages dédiés aux jeunes filles. Comment est née l'idée, justement ? Alors, tu as rigolé, mais l'idée m'est venue des États-Unis. Donc, c'était encore un petit clin d'œil. J'avais entendu parler, ça existe depuis très longtemps, donc les grandes joueuses américaines qui organisent des stages pour les petites filles aux États-Unis, donc elles appellent ça des camps. Et je me suis toujours dit, j'aurais adoré faire ça quand j'étais petite, aller à un stage d'une joueuse, ça doit être trop bien et tout. Et je me suis dit, mais c'était dans ma tête, quoi, dans une idée comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi ? C'est vrai que j'étais en équipe de France, j'étais assez reconnue parce qu'il faut une certaine notoriété. Et je me suis dit, offrir ça aux jeunes filles. Je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de petites filles qui s'identifiaient à moi, qui me suivaient, qui étaient fans de moi. Et je me suis dit, ça peut être l'occasion aussi de les rencontrer et de leur offrir ça, un stage où je suis présente, où il n'y a pas de compétition, c'est rien de tout ça, c'est juste partager un bon moment, faire des rencontres et profiter juste de ce moment. Et puis c'est sûr que c'est un moment privilégié avec moi aussi parce que je suis présente sur chacun des stages. Donc c'est comme ça que l'idée est venue et puis je me suis lancée en décembre 2017. Je me suis lancée dans l'inconnu un peu parce que je me suis dit j'ai aucune idée de combien de filles vont s'inscrire, de comment on va gérer ça. Et au final, en fait, il y a eu trop de demandes. Donc, au début, je crois, j'avais tablé sur juste 20 personnes. Et puis, au final, en un jour, il y avait déjà 50 demandes. Donc, je me suis dit, je suis obligée de faire sur 2 jours et d'augmenter le nombre. Et puis au final, il y a eu beaucoup de déçus. Donc, à la fois, je me suis dit, c'est bien, il y a une attente maintenant. Il va falloir que je continue parce que je sais que ça plaît et que les filles sont vraiment
contente et attendre vraiment ça, parce qu'une fois qu'il y a eu la première édition, après, elle voulait tout savoir, c'était quand le prochain, etc. Donc c'est comme ça que les suivants sont arrivés et puis on a fini, oui, à une année où on a fait 4 stages dans une année. Donc c'était vraiment voilà, parce qu'il faut aussi savoir que c'est que pendant mes vacances à moi, parce qu'il faut que je sois présente. Donc le premier, je voulais absolument qu'il soit fait en Bretagne, forcément. Et puis après, je me suis dit, je peux organiser sur Lyon pendant les vacances scolaires. Maintenant, je peux pas me libérer un jour de l'entraînement pour dire j'ai mon stage. Non, donc ce sera en fonction de mes entraînements que je serai présente. Mais je serai présente. Et du coup, bon là, avec le Covid, ça a un petit peu stoppé tout ce qu'on avait entrepris et tout ce que j'avais entrepris. Donc, je sais pas quand sera le prochain stage, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de demandes. J'ai des messages tous les jours pour me demander quand est-ce que sera organisé le prochain. Donc, ça va continuer. Et même pendant mon après-carrière, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. J'ai aussi des garçons qui m'ont dit pourquoi c'est que pour les filles. Donc, dans un premier temps, je voulais que ce soit que pour les filles parce que je me disais, c'est les filles qui ont souffert de ça, qui ont souffert du fait qu'elles n'avaient pas le droit de jouer au foot. Donc là, c'est un truc où on va pas te dire t'es pas à ta place. Voilà, t'as le droit d'être là, t'es bien là, t'es qu'avec des filles et tu seras dans ton environnement, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'avais envie que ce soit que pour les filles. C'est pas que j'aime pas les petits garçons, mais donc voilà, peut-être qu'un jour il y aura des garçons qui seront aussi autorisés sur mes stages, mais dans un premier temps, c'était comme ça que je le voyais. Et puis, c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc, ça me pousse aussi à continuer. Comme tu le dis, depuis des dizaines de stages ont eu lieu en Bretagne, à Lyon. Une 60aine de participantes à chaque fois, âgées entre 9 et 16 ans. Et Lou a fait partie d'une bonne partie de ces stages. Alors moi, j'ai pris connaissance des stages par ses réseaux sociaux. J'ai vu qu'elle en faisait, du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée vu que c'est ma joueuse préférée. Et du coup, je me suis dit que c'était l'opportunité de pouvoir la rencontrer et de pouvoir échanger avec elle. Le premier, c'était en Bretagne, donc ça me faisait pas mal de route, mais c'était pour pouvoir la rencontrer. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment impressionnée de la voir parce que d'habitude, je la voyais à la télé ou sur les réseaux. Et ça m'a fait bizarre parce que c'est mon idole. Après, ça s'est bien passé. Je pense que le fait elle nous permette de nous rassembler toutes, avec toute la même passion, elle nous a permis de toutes nous rassembler et on savait toutes que c'était notre rêve de la rencontrer. Et là, je pense qu'on s'est toutes rendu compte que le foot féminin, ça avançait parce qu'on était beaucoup à avoir le même objectif et à être contente d'être ici. C'est Lou, je me rappelle, oui, elle a fait plusieurs stages et oui, elle vient de Bordeaux, donc le premier stage c'était en Bretagne, donc elle a fait toute la route. Mais la plupart, c'est vrai qu'elles ont convaincu leurs parents de faire la route parce qu'elles habitent pas toutes forcément à l'endroit où il y a le stage, que ce soit à Lyon ou en Bretagne. Mais c'est touchant ce qu'elle dit parce que c'est en ce sens que je voulais le faire aussi, c'est qu'elles se sentent à leur place et qu'elles se disent on est ensemble, on est dans le même bateau entre guillemets. Et j'espère qu'à l'avenir ça aura évolué et que quelque part il y aura pas forcément besoin de stages comme celui-ci pour se faire entendre et se rendre compte que oui, le foot c'est aussi pour les filles, parce qu'au départ c'est comme ça que je le voyais. Je me disais qu'il fallait que ce soit que pour les filles comme je l'ai dit, parce que il fallait qu'elles se sentent ensemble et dans un projet commun. Et Lou fait partie des filles qui ont rencontré des copines et qui a gardé des liens avec d'autres filles du stage alors qu'elles sont pas du tout dans les mêmes villes. Donc c'est quelque chose qui est sympa. Et c'est vrai que le fait qu'elles viennent de toute la France comme ça, même parfois de l'étranger, je me dis que c'est quand même quelque chose d'énorme et que j'ai bien fait de le faire. Et je suis la plus heureuse de pouvoir voir l'émerveillement qu'elles ont quand elles me voient et tout. C'est vrai que je me mets à leur place, je me dis qu'à leur âge j'aurais été pareil et que j'aurais kiffé ce moment, donc c'est aussi pour ça que je le fais. Alors une autre petite fille, et pas n'importe laquelle, tenait aussi à te remercier. Coucou, c'est Ison. Je voulais te dire un message. Je t'aime beaucoup, je t'adore, t'es la meilleure footballeuse pour moi.
Ah, trop mignon. Lison, c'est ma nièce, donc c'est la fille de Marthe. Et c'est la plus vieille de mes nièces, donc elle a 10 ans. Elle va avoir 10 ans bientôt. Et elle fait du foot. C'est la première qui s'est inscrite au foot. Et bon, elle a été un peu baladée dans tous les stades. Je pense que ma sœur, elle est venue quand elle était enceinte, elle est venue quand elle venait d'accoucher, elle venait à voir mes mâles, bien sûr. Et Lison a grandi dans cet environnement, en fait, de venir au stade, de venir voir Tata jouer. Et du coup, elle s'est prise au jeu et puis elle a voulu s'inscrire au foot. Et aujourd'hui, elle regarde tous mes matchs, elle a mes maillots, elle veut mes crampons, elle veut s'habiller comme moi. Donc, c'est mignon et elle me suit. Donc voilà, c'est un petit message touchant. Elle nous explique aussi pourquoi tu es son idole et surtout son projet futur. Elle représente pour moi celle qui est plus grande, celle qui peut me montrer comment on fait. Elle m'a beaucoup aidée quand je la regardais. Elle m'entraînait, quand je la regardais au match, elle m'entraînait. Et après, je prendrais peut-être sa place. Ah bon? Le plus tard possible, disons alors. Ah ouais, non, mais c'est marrant ce qu'elle dit. Mais c'est vrai qu'elle me demande des fois, comment tu fais, Tata? Donc je lui montre. Et ouais, c'est prise de passion. C'est vrai que c'est marrant. Et c'est tout le mal que je lui souhaite un jour d'être à ma place. Et en tout cas, je veux pas être la Tata qui est à fond derrière ses neveux et nièces pour qu'ils jouent au foot absolument. Comme je le serai pas avec mes enfants. Maintenant, s'ils ont envie, c'est avec plaisir. Et je serai la plus heureuse de les voir footballeurs ou footballeuses. On en arrive à la dernière question, Eugénie. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, à un moment, il faut aussi évidemment s'arrêter. C'est la question signature d'Allons Enfants. On est là et face à toi, tu as cette petite fille qui a toujours rêvé d'être footballeuse, Eugénie enfant. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Juste de croire en ses rêves et de ne laisser personne lui dire ce qu'elle doit faire. De se faire elle-même sa propre idée de tout et puis de foncer, tout simplement. Voilà, je vous l'avais dit. Merci, Eugénie. Avec elle, le sommaire est toujours à la conclusion. Merci. Allons Enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.